Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Un jour, un professeur d'économie m'a dit « Si j'étais plus jeune, je me lancerais en tant qu'acheteur. » C'est un métier à la mode et où on peut très bien gagner sa vie. Aujourd'hui, je suis avec Simon qui exerce ce métier depuis 12 ans et qui va me raconter son expérience. Est-ce que vous avez 1% de plus de remise à me donner? Là, il y a encore votre dossier. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Vous préférez que ce soit votre concurrent qui vienne? Dites-le moi. Mais votre produit ne tourne pas. C'est déjà bien que je les ai dans les linéaires. J'ai plus que 4 minutes à vous consacrer. Est-ce qu'on bosse ensemble ou non? Oui ou non? Ok, bon, bah écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Je vais prendre celui-là. 4000. 200. 4000. 250. 4000. 270. Simon, bonjour et merci d'être là. Salut Thomas, merci à toi. C'est un réel plaisir d'être dans l'émission. Je suis un inconditionnel, donc un plaisir d'être derrière le micro avec toi aujourd'hui. Merci parce que c'est pas évident, parce que c'est que des gens qui n'ont pas l'habitude de donner des interviews entre guillemets. Donc merci à toi. Est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours scolaire et maintenant professionnel? Alors, j'ai eu un bac ES en 2009. Je suis parti sur une école de commerce. Je me suis un petit peu focalisé sur les achats à partir de la 3e année et la dernière, avec une option achat et commerce international. Il y avait un stage à faire en fin d'année. Je l'ai réalisé dans une entreprise vendéenne et ils m'ont proposé en fait de continuer l'aventure sous format master en alternance, ce que j'ai fait donc à l'EMA à Montaigu, donc école de management en alternance avec une option achat également. J'ai fait 2 ans donc en formation alternative, donc c'était plutôt intéressant parce que tu te retrouves 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise, avec des très longues périodes en plus de ça en entreprise, et tu travailles plus ou moins parce que tu as déjà un pied dans l'entreprise et tu as déjà un salaire, parce que tu as des contrats de professionnalisation, et ça te permet en fait d'être pris au sérieux déjà dans l'entreprise et au sein de la société, parce que tu commences à pouvoir avoir un pouvoir d'achat, donc c'est plutôt agréable dès les études. Et ensuite, j'ai fait un an de CDD qui malheureusement n'a pas abouti au sein de cette entreprise, et j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je suis parti à Nantes, dans une entreprise plutôt très connue qui fabrique des panneaux de signalisation. Voilà, on le citera pas. Et je suis arrivé en tant qu'acheteur, approvisionneur pour commencer. Je ferai une petite explication après de quoi il s'agit, mais il y a bien plusieurs types d'achats. Moi, quand j'ai entendu acheteur, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce métier où t'achètes, t'es payé pour acheter? Alors, c'est quoi? Explique. Concrètement, j'ai jamais, j'en connais très peu autour de moi. De ce que j'en sais, parce que j'ai eu affaire, mine de rien, dans mon expérience, à des acheteurs. Ma vision du truc, c'est que c'est des gars qui cherchent à avoir du matos le moins cher possible et qui te mettent la pression coûte que coûte. Alors, voilà l'image que j'en ai. C'est le moins cher possible, le plus rapidement et de meilleure qualité. C'est le triangle des achats, clairement. Voilà, le truc qui ne va pas du tout ensemble. Ouais, rapide, de qualité, là, déjà, ça t'oublie. Ouais. Exactement. Alors, les achats, c'est vrai que c'est une fonction qui est assez récente. Alors, je parle, tout est relatif, mais qui est assez récent dans le monde du travail. Ça existe depuis des années parce que depuis des années, tout le monde fait des achats. Alors, il n'y avait pas de fonction achat, mais ça pouvait être le secrétaire, la comptable, le directeur pendant des années. C'était le directeur, ou alors des gens qui avaient des doubles fonctions. Contrôle, gestion, achat, etc. Et c'est arrivé vraiment fin 70, début des années 80. Il y a eu des écoles qui ont été créées. Donc je pense que dès que tu commences à avoir des écoles d'achat, en fait, ça permet de vraiment concrétiser le poste en tant que tel. Et donc le métier, en soi, le métier, il a été créé, je pense, au départ, pour une question de gain, forcément. C'était compliqué pour les responsables d'entreprise et ceux qui avaient des doubles casquettes métiers de pouvoir passer du temps que sur les achats. Donc je pense qu'ils se perdaient un petit peu, ils allaient au plus simple.
Ils allaient voir certainement de nombreux fournisseurs ou prestataires parce que c'était plutôt facile, les connaissances, etc. Et je pense qu'à un moment donné, certains se sont dit oulala, est-ce qu'on gagnerait pas un petit peu de temps déjà à créer un poste achat, c'est-à-dire que nous, on délaisse cette mission, on le donne à quelqu'un dont c'est son métier, il fait que ça toute la journée, et lui, son boulot, c'est des économies, nous trouver le produit au meilleur moment, en fonction des stocks, en fonction de notre volonté aussi de le stocker, parce que ça, on pourra en discuter aussi, mais ça c'est un point important, mais ça c'est aussi dans le métier d'approvisionneur, donc il y a bien une différence entre approvisionneur et acheteur. Et surtout, je pense que l'acheteur, il est apparu au moment... Alors nous, on n'a pas trop connu ce qu'on est jeunes, mais au moment des chocs pétroliers, des crises économiques, où les gens ils se sont dit à un moment donné, mince, pour peut-être se démarquer et être différent de la concurrence, pour baisser notamment les frais d'achat, enfin les coûts de production, il faut qu'on ait tiré les prix au max. Donc c'est à ce moment-là où je pense que la vraie fonction achat s'est révélée. Oui, c'est que c'est lié à une contrainte économique à la base. Parce que c'est vrai qu'avant les chocs pétroliers, peut-être que c'était un peu freestyle, quoi. Exactement. On faisait un peu ce qu'on voulait, et puis ça. On a commencé à tirer Open un peu bar. à droite à gauche, tirer les couvertures à droite à gauche, quoi. Clairement, je pense que c'était open bar, et à un moment donné, je pense que en prenant, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais quand à un moment donné dans l'année, tu achètes 10 véhicules 10 fois dans l'année, est-ce que tu te dis pas à un moment donné au début de l'année, attends, est-ce que j'en ai besoin de 10 ? Est-ce que je vais pas aller voir mon concessionnaire automobile et lui dire en fait, c'est 10 voitures maintenant que je veux, tu me les livreras tout au long de l'année, mais tu me fais un prix pour les 10 maintenant. Effet volume, t'as pas à te dire mince, je vais en commander une au mois de janvier, mars, mai, etc. Donc en fait, l'homogénéisation des achats, ça a permis clairement de faire des gains à des moments où il fallait, je pense, se démarquer par rapport à la concurrence. D'accord, donc c'est vraiment... alors ce métier, déjà, tu vas le faire vraiment dans des entreprises d'une certaine taille. C'est pas l'artisan du coin qui va avoir 3-4 salariés, ça va être plutôt une entreprise de plus de 50, 100 et encore plus après. Alors, la fonction achat, je pense qu'effectivement, elle existe dans les PME, mais vraiment plutôt moyennes entreprises. Dans les petites, c'est du double emploi, ça va être double casquette, ça va être le chef d'entreprise, ça va être le secrétaire, comme je te l'ai expliqué. Mais effectivement, je pense que dès que tu dépasses 30 salariés, ou tu produis ou pas d'ailleurs, on en discutera, mais il faut un acheteur. Alors le problème, c'est que forcément, c'est un coût pour l'entreprise, c'est un salarié en tant que tel, et derrière, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Prendre un acheteur pour qu'il fasse la même chose que ce que faisait le patron pendant 10 ans, il n'y a pas forcément d'intérêt, sauf libérer du temps au patron, et lui, il peut se concentrer sur autre chose et augmenter sa valeur ajoutée de son côté. Mais le métier d'acheteur, son boulot, c'est clairement de faire des gains, de la manière dont il le souhaite, de façon un peu agressive ou pas. Il y a plusieurs types d'acheteurs, clairement. Mais moi, je le vois comme ça. C'est une fonction qui se modernise aussi de plus en plus. On est lié à pas mal de contraintes de plus en plus sociétales et écologiques. Le métier d'acheteur, c'était un métier à l'époque, on demandait de faire des gains. Maintenant, on va demander une précision dans la sélection du fournisseur. Est-ce que ce fournisseur il respecte l'écologie à travers... Alors, ça se calcule et ça se... Tu peux le mesurer. Ouais, tu le mesures en fait, c'est grâce à des indicateurs, à des labels. Ouais. Alors il y a quelque chose il y a un gros label mondial qui s'appelle EcoVadis. Donc EcoVadis, en fait, c'est un label qui permet aux entreprises de mesurer un peu leur impact sociétal et environnement sur leur production, sur leur management dans l'entreprise, etc. Donc ça c'est des choses qui se mettent de plus en plus en place. Et je pense qu'à moyen long terme, ce sera des labels qui sont presque diffusés partout et qui seront accessibles à toutes les entreprises. Et ça permettra malheureusement aussi de classifier un peu les fournisseurs. Il y aura des choses qui seront faites en plus du coût, mais sur la qualité aussi de l'entreprise qu'on aura en face. Donc ça, je le vois comme ça. Mais ce label, c'est pas du greenwashing direct ? Qui est derrière ça ? Est-ce que c'est un tampon Alors, tu vois, c'est pas un tampon, c'est pas non plus du greenwashing. Grosso modo, faut quand même le payer. Donc tu payes un label, malheureusement. Et ce label, il te donne une note grâce à un certain nombre de documents que tu dois fournir quand même. Donc il y a un vrai boulot qui est réalisé derrière. Ouais. Par contre, c'est assez énergivore parce qu'on ne te demande pas 2 bouts de papier sur un bout de bureau. On demande un certain nombre de documents. Alors, il y a certaines entreprises qui développent maintenant des postes. Alors, je m'écarte un peu du sujet d'acheteur. Mais gens qui ont des affinités avec l'environnement et l'écologie. Donc, il existe maintenant vraiment des postes de manager environnemental dans les entreprises. Et ces gens-là, en fait, une de leurs missions, c'est aussi de pouvoir
répondre à ce genre de questionnaire via les labels pour donner une image encore plus éthique et environnementale à leur entreprise. Ok. Et donc ça, c'est pas du greenwashing, mais il faut payer, il y a du boulot, c'est clairement une vraie mission, quoi. Pour revenir plus au fond du métier, concrètement, toi, du coup, ta journée, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Est-ce que tu passes ta journée à passer des commandes, à négocier? Est-ce que tu bouges à droite, à gauche? Qu'est-ce qui se passe? Une journée, une semaine type? Alors, t'as dit un mot que moi, je ne fais pas, du coup, c'est très bien, c'est une petite transition. Je passe pas de commandes. Parce que les gens qui passent les commandes, ce sont les approvisionneurs. Je fais bien une vraie différence entre acheteur et approvisionneur. L'acheteur, il va aller chercher le fournisseur, il va contractualiser avec lui, et il va donner les informations très souvent à l'approvisionneur ou sur un logiciel. Alors, il y a plusieurs types de logiciels qui existent, hein. C'est des ERP principalement. Je ne donnerai pas de nom, mais certains reconnaîtront des 4D, des SAP, des gros logiciels. Et en fait, l'acheteur, lui, il est vraiment la première pierre, on va dire, de l'édifice au niveau de la fonction achat à pro. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive au bureau, alors je ne te mens pas que c'est un boulot qui est 80% informatique. Ouais. Je travaille sur PC, alors ça peut pas faire rêver tout le monde, clairement. Il y a des déplacements sur des salons, chez des fournisseurs, chez des prospects. Donc ce qu'on appelle un prospect, c'est un prestataire ou un fournisseur qui n'est pas encore ton fournisseur, et qui pourrait le devenir ou pas. Que tu as rencontré sur un salon, bouche ouais. à oreille, Internet. On fait beaucoup de recherches via Internet. C'est pas eux qui viennent à vous? Parce que de plus en plus. Je vais te raconter une histoire. Vas-y. J'ai quelqu'un de ma famille qui fait plus ou moins ce métier et il a été jusqu'en Inde pour s'approvisionner, je sais plus quelle matière, bon, bref. Et il m'a dit, mais quand j'arrive, on me déroule le tapis rouge parce que gros contrat à la clé, etc. Est-ce que toi, c'est un peu le cas? On vient te voir directement Alors, on vient me voir pas forcément parce que j'ai une typologie d'achat qui est assez, on va dire, lambda. C'est-à-dire moi, je suis achat hors production. Okay. Donc, ce qu'on appelle le hors production, il y a une différence avec la production. Je donne l'exemple tout bête. Dans une voiture, l'acheteur production, il va acheter tout le matériel pour fabriquer la voiture. Donc, l'aluminium, les plastiques, les phares, les composants électroniques, etc. Ça, c'est production. Moi, le hors production, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Alors, il y a plusieurs types de hors production, mais il va y avoir l'usine, enfin, acheter, investir dans le bâtiment dans lequel on va construire la voiture, les machines qui vont permettre de construire la voiture, les vêtements de travail que les gars portent quand ils vont fabriquer la voiture. Et tu as aussi des acheteurs hors production qui vont s'occuper de la communication de la marque à la télé, donc acheter de l'espace publicitaire à la télé. Attends, mais comment tu fais pour pas te faire douiller? Parce que entre acheter 50 blousons ou 50 lunettes de protection et acheter, je sais pas moi, la ferraille pour monter le bâtiment, ça n'a rien à voir. Donc les prix, ça se trouve, tu peux te faire aligner, t'en sais rien. Alors, du coup, si on reprend un peu le cours d'une journée type, par exemple, quand il y a un besoin, je donne un exemple tout bête, on a besoin d'un chariot élévateur. Ouais. Moi, je suis pas technicien. Ouais. Le chariot élévateur, je vois ce que c'est, je sais à quoi ça sert, je sais ce que c'est qu'un 3,5 tonnes, etc. Par contre, l'empattement au sol, la hauteur de levée, le fait d'avoir des accessoires importants à l'intérieur du chariot, moi ça, j'en sais rien. Et on se fait vachement aider par les gens qui sont émetteurs du besoin et ils nous font ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est un document type, alors que certaines entreprises ont sur un petit bout de document Word, d'autres sur un bout de document Excel, un mail. Nous, c'est un vrai dossier, dans l'entreprise où je suis. Ouais. C'est un vrai document, il y a une 20aine de pages. Et en fait, on reprend l'ensemble du besoin, le plus détaillé possible. Moi, je l'envoie à un panel fournisseur. Ça peut aller de 3 à 15. Et en fonction, le fournisseur me répond parce qu'ils sont en capacité et ils ont dans leur catalogue le produit. Soit en standard, soit ils seront obligés de faire une spécialisation pour nous, ça peut arriver. Mais également, il y a des gens qui vont nous dire non, je peux pas. Ils déclinent, mais c'est pas pour autant que je les abandonne et que s'il y a un autre chariot d'une autre capacité, etc., je les ressolliciterai en fait. Ça marche comme ça en fait, le système des achats. Pour pas te mentir, je pense que par semaine, je dois envoyer 2-3 cahiers des charges de n'importe quelle nature possible, un chariot élévateur, un bloc climatisation pour un bâtiment, agrandir des sanitaires parce qu'on augmente la capacité de l'entreprise, il y a plus de salariés, il faut plus de toilettes, donc on va faire appel à des maçons, des plombiers. Il y a des gens qui vont nous dire on sait faire, on sait pas faire, on peut pas, on n'a pas le temps, ça arrive aussi, on est sur des années quand même assez
post-Covid, les entreprises n'ont pas trop été embêtées par la charge de travail. Donc on a beaucoup de gens qui nous disent on peut pas, on a trop de charge de travail. Donc ton boulot, voilà, c'est d'avoir un assez gros panel fournisseur pour pouvoir aller chercher régulièrement pas mal de fournisseurs. Il existe des acheteurs qui adorent avoir leur petit cocon de fournisseurs sur lesquels ils s'appuient tout le temps. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je suis plutôt pluralisme fournisseur, c'est-à-dire que, par exemple, sur le chariot élévateur, je vais peut-être avoir une dizaine. Dizaine de fournisseurs de chariot élévateur, je te donne un exemple. Mais j'ai des fournisseurs où, par exemple, j'en ai qu'un. Je vais penser les fournitures administratives, donc tout ce qui est papier, crayon, pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions dans les bureaux. Je vais pas aller m'amuser à aller chercher 3 fournisseurs pour acheter 10 ramettes par année, tu vois. Donc là, je fais des contrats, effectivement. Donc là, c'est ce qu'on appelle la contractualisation. Donc dans mon métier de quotidien, il y a la consultation avec des cahiers des charges. Il y a une fois que tu as trouvé le bon prestat, c'est contractualiser avec lui. Donc là, je m'appuie principalement sur le service juridique chez nous qui va nous aider en fait à aller lire toutes les petites lignes que tu retrouves derrière les contrats où c'est écrit en tout petit, que même toi, quand tu achètes un produit chez Boulanger, tu as un peu la flemme d'aller lire. Eux, en fait, leur boulot, filles, c'est d'aller lire toutes ces petites lignes, de modifier pour que ce soit avantageux pour notre entreprise. Le but, c'est pas de prendre le moins de pénaliser. risques possible, quoi. Exactement, c'est pour éviter les risques. Et on contractualise pour que les approvisionneurs derrière puissent passer la commande sans se poser de questions. Eux, leur but, c'est pas d'aller dire « Attends, est-ce que les acheteurs, ils ont fait le bon choix ?» Non, nous, on a fait ce choix-là. Toi, ton boulot, c'est que tu approvisionnes quand tu as besoin, un besoin qui se crée parce que, je dis une bêtise, mais là, comme je t'ai dit, tu peux acheter 5-6 chariots élévateurs. Ça se trouve, on va peut-être pas en avoir besoin tout de suite des 5-6. L'approvisionneur, lui, son boulot, ce sera de lancer la commande au bon moment. Sauf que lui, il a un document sur lequel c'est marqué « Ce chariot, il coûtera 50 000 €, quel que soit le nombre, quel que soit le moment dans l'année. » Vraiment, le contrat, il sert vraiment à ça, c'est de se protéger. Il sécurise pour que tu puisses être dans les meilleures conditions possibles tout au long de l'année. Autre grosse mission, moi j'en fais un petit peu parce que j'ai quelques articles. Là, je t'ai parlé beaucoup de prestations, de gros matériel. Tu as parlé tout à l'heure des EPI, donc les équipements de protection individuels. Tu as des codes qui te permettent en fait de retrouver facilement tes EPI. Je dis une bêtise, mais par exemple, là où je travaille, il y a peut-être une centaine de références de pays. Pour les retrouver facilement dans les logiciels, on va créer un code, comme un code barre que tu retrouves sur un produit. Et bien en fait, ces codes, ils permettent en fait aux approvisionneurs de passer la commande, premièrement, de gérer les stocks et d'avoir un prix en face. Moi, mon boulot aussi, c'est d'être garant du prix. C'est-à-dire que dans l'année, le fournisseur va venir me voir, il va me dire « Il faudrait qu'on se voit, il y a une augmentation qui arrive de 2%. » Et pep, non, j'ai vu les volumes, on a fait plus 10 l'année dernière, au contraire. On fait plus 10 en volume, vous allez baisser un peu votre prix. Ah oui, mais non, ok, on se rencontre. Donc une grosse partie de mon boulot, c'est aussi les rencontres fournisseurs pour parler en fait des hausses et des baisses. Ça existe aussi. Nous, les acheteurs, on a en face de nous des commerciaux. C'est un métier qui est assez particulier parce que on est très souvent en frontal avec des commerciaux. Mais du coup, c'est un commercial contre un autre. Exactement. L'acheteur, c'est un commercial, c'est la raison pour laquelle il existe des écoles d'achat spécialisées, mais grosso modo et globalement, toutes les formations d'achat dans les grandes écoles sont des grandes écoles de commerce. L'acheteur, il est quand même beaucoup plus en position de force. Parce qu'en gros, toi, tu as besoin... Le gars en face de toi, il a besoin de vendre son truc, et toi, tu as besoin d'acheter, donc forcément... Allez, j'ai envie de te dire à 90%. Il y a des marchés de niche où le vendeur, il est tout seul. Et il le sait. Et donc là, tu as un peu pieds et mains liés avec lui. Mais tu as raison, c'est 90%. Alors là, tu vas peut-être rebondir sur les acheteurs des grandes surfaces et de la... Ouais, exactement. J'ai eu affaire à des acheteurs. Moi, j'ai travaillé pour un grossiste de fruits et légumes bio. J'avais des gars de grands groupes. Bref, les mecs, ils m'appelaient le matin. Ils me raccrochaient au nez. C'était une horreur. Vraiment, les requins, mais de base, c'était horrible. Clairement, l'agroalimentaire, je pense... Alors, j'ai jamais travaillé. Alors, j'ai la chance d'être acheteur hors production et ça me permet en fait de pouvoir travailler dans n'importe quel type on va dire, d'industrie. L'agroalimentaire, ça peut être une entreprise de service. Parce que moi, le but du truc, c'est d'acheter de la prestation principalement. Donc, je ne vais pas me focaliser sur un métier d'acheteur vis où mon boulot, c'est d'acheter que des vis, plein de types différentes. C'est très bien, j'ai des collègues qui le font, ça leur plaît, etc. Leur boulot, c'est d'être acheteur de vis. Ouais, ils achètent que des quincaillerie. Allez, on va l'appeler quincaillerie. Des gens qui vont être spécialisés dans l'achat de tissus, de bois, de matières premières. Moi, je me suis un peu différencié, je suis hors production, c'est-à-dire que
Le matin, on peut m'appeler pour un sujet toiture. Il faut faire passer un réparateur de toiture parce qu'il y a une fuite dans la nuit. Le midi, on me dit qu'il y a un souci sur des chariots élévateurs, il faut relancer une commande. L'après-midi, on va me dire qu'il faut du matériel mécano-soudure, donc je me rapproche de tous mes mécano-soudeurs. Voilà. C'est hyper différencié. Ça me permet en fait de toucher à pas mal de fournisseurs aussi. J'ai pas mal de types d'entreprises en face de moi. J'ai de la petite PME, j'ai des petits mécano-soudeurs, ils sont 5 dans les ateliers. Je vais avoir des gens des plus gros groupes qui sont des multinationales au CAC 40. Je vais avoir des entreprises moyennes. Et en fait, ça me permet vraiment, leur production, de pouvoir être un peu différent. Donc, si je reviens à la question de préambule, c'est les requins au niveau des achats. Alors oui, il existe plusieurs types d'acheteurs dont je fais partie ou pas, mais les requins, ils vont vraiment aller chercher le prix. Moi, si je peux me définir comme acheteur, je dirais plus que je suis un acheteur qui va privilégier le relationnel fournisseur, clairement. Moi, mon but, c'est d'être pas copain-copain, mais par exemple, dans l'année, je vais aller essayer de chercher un petit peu à chaque fournisseur pour pas le délaisser, parce que le jour où je vais vraiment être dans la mouise, si je me focalise que sur un seul fournisseur, je suis le requin, je les tue toute l'année. Le jour où ça va un peu moins bien, où les chiffres baissent, où l'activité est un peu plus compliquée pour nous, là, tu es bien content d'avoir été proche de ton fournisseur, professionnellement, hein, d'être proche de ton fournisseur et de pouvoir être avec lui, on va dire, de manière assez transparente sur ta situation. Tu mens pas, tu dis voilà, c'est compliqué cette année. Est-ce qu'on peut maintenir les prix même si on a baissé de volume? Je suis désolé, mais nous, on ne pourra pas accepter de hausse. Si toute l'année, tu as été franc avec lui, tu lui as expliqué. En fait, c'est un métier vachement de communication, clairement. Un peu comme un commercial l'est. Le commercial, il va essayer de te brosser dans le sens du poil. Moi, c'est un peu le même cas. Mes fournisseurs, je les bichonne. Il y en a de moins en moins des très bons. Le but, c'est vraiment de les garder. Et moi, comme je t'ai dit, je suis dans la pluralité de fournisseurs, donc je préfère en avoir un peu plus que la moyenne, mais des bons et de savoir m'appuyer sur eux quand j'en ai envie, quoi. Quand on parlait à la base de journée type, il n'y a pas vraiment de journée type. Alors, c'est qu'on peut venir te voir à n'importe quel moment, et c'est un peu du travail dans l'urgence. Exactement, t'as tout à fait raison. HR-Prod, alors HR-Prod ou HR-Prod, hein, je pense que les deux marchent. Alors, j'ai fait très peu d'HR-Prod, donc je peux moins en parler, hein. Mais HR-Prod, c'est vraiment dans l'urgence. J'ai une boîte mail comme tous les gens de mon entreprise, et en fait, quand tu regardes bien, je vais avoir des gros dossiers dans l'année, parce que j'en ai une cinquantaine où il faut que je les travaille tout au long de l'année, des contrats. Mais 50 dossiers dans l'année, tu vas me dire, on a 365 jours, je m'embête à un moment donné. En fait, non. Tous les jours, tu as des micro-dossiers qui viennent, plus ou moins intéressants, mais c'est le boulot, tu le fais, et c'est de l'urgence, clairement. Ça va être, allez, je dis un exemple qui n'est pas drôle, mais il y a des problèmes dans l'entretien du bâtiment. Femme de ménage qui passe pas un soir, le lendemain, ça se répercute parce que tu arrives, c'est sale. On t'appelle, parce que tu es le garant du contrat d'entretien des bâtiments. Simon, qu'est-ce qui se passe? Les sanitaires sont crades. Ouais, bah oui, je m'en occupe. Ah ouais, c'est pas la folie. C'est pas la partie que tu préfères, mais en fait, t'es le relationnel, t'es le contact en fin de compte. Toi, tu gères tes fournisseurs. Donc ce métier-là, ces missions-là, tu dois les prendre pour toi. C'est des missions qui sont hyper intéressantes parce que je fais jamais la même chose. Ça, c'est l'avantage aussi du métier. C'est que des fois, tu vas au boulot le matin, tu te poses même pas la question, tu dis bon, ok, j'ai quelques dossiers. Bon, j'ai une faculté le soir quand je rentre, je coupe tout, j'arrive à me sortir la tête. Ouais. Mais le matin, je sais que j'ai quelques dossiers, mais je me dis bon, il y a des trucs qui vont arriver, des trucs nouveaux. J'adore en fait. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai fait le choix du HR production, où tu as beaucoup plus de missions, on va dire, urgentes et un petit peu au dernier moment, last minute, qu'un métier d'acheteur prod, où eux ont leur référence à acheter dans l'année parce qu'on leur a donné un cahier des charges avec un nombre de quantités de pièces à acheter toute l'année, de même dimension, de même quantité, etc. Et là, ce type de poste, c'est plus presque du trading, en fait. Et ils connaissent, par contre, la différence, c'est que eux sont peut-être beaucoup plus précis, à la différence de moi, sur leur métier. Ils connaissent vachement bien leur métier. Leur métier, leur produit. Leur produit, leur famille d'achat, exactement. Okay. Eux, ils sont intarissables sur leur famille. Ils connaissent parfaitement. Donc, tu me dis, tu as une cinquantaine de dossiers, donc tu as des objectifs. Ça se passe comment? Parce que du coup, tu dois acheter tout un panel d'objets. J'ai pas idée. C'est quoi? C'est que tu as un budget, tu as quelque chose à respecter, tu as des objectifs. Qui vient te contrôler et te dire là, tu as mal fait, là, c'est pas bien? Est-ce que tu as beaucoup de pression? Enfin, comment ça se matérialise au quotidien? Il y a des budgets.
Pourquoi ? Parce que, comme toute entreprise, on a des bilans, tu as des comptes de résultats. Quand tu, au début de l'année, t'as pas la carte bleue open bar et tu peux pas l'acheter tout ce que tu veux. Donc, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, chaque émetteur de son besoin vient me voir avec ce qu'il a besoin et très souvent, il sait quel est son budget. D'accord. Donc, moi, ça m'aide. Ça me permet d'avoir une target et de me dire, voilà, Une cible. tu as une cible. En fait, tu te dis, voilà, moi, je dois pas dépasser 20 000 euros. C'est mon objectif max à atteindre. Alors, il y a 2 écoles. Il y en a qui vont dire, on va trouver le maximum, enfin, la référence la plus complète pour arriver pile à 20 000. Ouais. Ou alors, il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, je vais aller chercher 17, que je sais que dans ma tête, c'est 3 000 euros de gain pour l'entreprise. Certaines entreprises... En fait, c'est soit tu penses au porte-monnaie, soit tu penses à ton collègue et à son outil de travail. Exactement, tout à fait. Mais toujours en relation étroite avec ton collègue. Moi, je vais pas fermer les yeux, je vais pas prendre le cahier des charges, fermer les yeux, foncer, récupérer une offre, lui donner et dire hop, c'est bon, je t'ai trouvé ton offre. Non. Je vais lancer la consultation, comme je t'ai dit. Je vais recevoir 5 offres, par exemple. On va analyser techniquement, principalement mon collègue, parce que, comme je t'ai dit, moi, techniquement, je suis pas en capacité, mais limite, elle s'arrête à un certain niveau, et je les connais. Je lui dis, est-ce que t'as pas un top 2 ? Il me dit, si, j'ai un top 2. Je te rappelle, le budget, c'était 20 000. J'ai un top 2, c'est 21 000 pour l'un, 17 000 pour l'autre. Celui de 21, il est vachement bien. Si tu peux essayer de gratter un peu, ça serait super. Celui de 17, il est bien. Il y a quelques accessoires en moins, mais bon. Après, si Simon, c'est le mieux, on partira sur le 17. Moi, mon boulot, clairement, c'est que le 21 se rapproche du 17. Et ma mission, elle est vraiment là. Donc, si je fais 21-18, je suis hyper content. Je me rapproche de 1000. Je sais le valoriser auprès de ma direction. Si on me pose la question, pourquoi t'es parti sur le 17 et pas le 18 ? Parce que le 18, en termes d'équipement, il est encore mieux que le 17. Et ça, c'est... Toi, du coup, t'es objectivé là-dessus. Tu vas avoir de la commission sur ce que tu vas faire gagner à la boîte. Tu fais gagner, je sais pas, 10 000 à la boîte. Bah, toi, tu touches 10%, par exemple. J'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi. J'ai aucune idée, mais... T'as raison. Alors, moi, j'ai une toute petite... alors, c'est pas vraiment une commission, hein. C'est une prime achat que j'ai en fin d'année, sans rentrer dans les détails, qui est pas incroyable par rapport aux gains qu'on fait. Mais il existe des acheteurs dans les très grands groupes industriels français ou dans les grandes entreprises françaises de services et autres, qui sont un peu, on va dire, rémunérés comme un commercial peut l'être, avec des SMIC ou qui s'en rapprochent. Et tout le reste, c'est que de la com. C'est que de la com. C'est un pourcentage sur les gains qu'ils réalisent. Et ça existe. Il n'y en a pas énormément, à ma connaissance. J'ai quand même pas mal de copains maintenant en ayant fait des écoles d'acheteurs. Et même autour de moi, hein, tous les collègues. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, ça ne marche pas comme ça, mais ça existe. Après, pour répondre à ta deuxième question, je rends des comptes. Donc moi, j'ai une responsable. On est presque 25 acheteurs au total. Donc on a une responsable N+1, N+2. Et effectivement, tous les ans, on a un entretien d'évaluation individuelle, on rend des comptes, mais en plus de ça, tous les mois, j'ai un entretien individuel avec elle pour que je lui donne en fait un peu les clés de mes avancements sur mes dossiers. Comme ça, j'ai une bêtise, tu t'absentes pour une raison X ou Y, elle est en capacité déjà de reprendre tous tes dossiers, ça c'est hyper important. Et deuxièmement, si un jour, au détour d'une réunion, on lui pose une question, que la personne ne soit pas larguée, clairement. Elle se dit, ouais, Simon on a parlé, je sais qu'il en est là dans la consultation, ouais, il me l'a dit, ouais, il a trouvé peut-être ce dont tu as besoin. Et donc ça, c'est une fois par mois. On parle chiffres, on parle qualité, on parle délai, une vraie réunion d'acheteurs, de salariés à son responsable. Ça fait un peu un boulot pas comptable, parce que c'est rien à voir, un boulot de comptable, mais je veux dire, faut aimer les chiffres, quoi. Faut aimer les chiffres, faut aimer les tableaux Excel. C'est vrai que t'es fan de tableaux Excel. Il y a des gens comme ça, j'en connais d'autres. Moi, je suis fan. Je suis fan de plus T'es un peu fou quand même. Ouais, je suis plus fan de la forme que du fond, on va dire. Je sais pas, j'ai un petit kiff pour le tableau Excel. Après, je suis pas le meilleur. Fétichiste. Ouais, fétichiste du tableau Excel, mais je suis pas le meilleur. Hein. Il y a des gens qui... Parce que Excel, c'est un outil qui est hyper complet. Hein. Moi, je connais peut-être 10% de ce que Excel est capable de faire. Mais effectivement, il faut avoir une appétence clairement sur les tableaux Excel. Pourquoi ? Parce que ça te permet en fait d'analyser et de comparer les offres de manière visuelle. Grosso modo, quand tu vas demander le prix pour, je dis une bêtise, pour une perceuse, je prends un outillage basique, tu vas recevoir un devis sous format PDF principalement. Ouais. En lecture, si j'ai 5 PDF à lire, tu t'y perds pas parce que là je te parle d'une perceuse, donc ça va. Mais quand tu vas avoir des devis où tu as une 50aine de lignes, hyper agréable d'avoir un tableau Excel. Avec des petites couleurs qui vont bien. Exactement.
et de pouvoir comparer ligne à ligne ce que tous tes fournisseurs en fait ont devisé. Et à la fin, en fait, hyper simple de leur dire, écoutez, par rapport à mon cahier des charges que j'avais besoin, il vous manque ça. Et en fait, ça te permet de comparer et de vérifier par rapport à ton besoin. Mais tu as raison, il faut aimer les chiffres, clairement, dans ce métier. Comme je l'ai dit, il faut aimer la communication. Je connais pas un acheteur qui est introverti. Clairement, ça n'existe pas. Et après, ça peut se travailler. Ça se travaille, clairement. Il faut que tu aies ton téléphone. Enfin, on a des téléphones, on a des lignes directes. Ouais. Et clairement, tu appelles tes fournisseurs. Tu fais que ça. Tu passes ta journée au téléphone, en vrai. 10-15 coups de téléphone par jour en externe. 10-15 coups de téléphone en interne, parce que tes collègues t'appellent, ils font pas que des mails. Plus entre 50 et 100 mails par jour. Ta journée, elle est vite remplie. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai 50 dossiers, mais comme je t'ai dit, je fais pas que ça. Et donc, aimer les chiffres, un bon communicant, une bonne force de persuasion aussi. Alors de négociation, que tu appelles ça comme tu veux, négociation, persuasion. Et je pense qu'il faut aussi un peu de filouterie. Ça se traduit comment tout ça? La persuasion, la filouterie au quotidien? Alors, au quotidien, ça va être assez simple. C'est tu vas voir un fournisseur, tu lui expliques que son offre, elle est décalée. Sauf qu'en fait, c'est lui déjà qui est le meilleur. Le but du jeu, c'est qu'il baisse encore plus son offre sans qu'il le sache. C'est pour ça que c'est toujours important les entreprises de bien segmenter et séparer les missions des salariés. La personne qui fait le cahier des charges, il n'a surtout pas intérêt d'aller voir le fournisseur en parallèle de ce que toi tu es en train de créer. C'est comme par exemple quand tu veux acheter une maison et que tu passes par un courtier, ils disent souvent n'allez pas voir votre banquier en premier, laissez-moi le travailler. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ouais. Et clairement, c'est un peu ça. Moi, mon boulot, je suis acheteur. Mon collègue, il est technique. Il va me faire son cahier des charges. Il va être dans l'émotionnel en fait. Ouais, parce exactement. Il connaît l'outil, il a envie d'avoir le meilleur outil. Exactement. Donc, et le commercial, il le sent. Ah ouais, mais je vais aller dans le sens où il veut clairement. Je vais lui proposer le meilleur produit parce qu'il y a la meilleure technique, parce qu'il y a les meilleurs accessoires, il va être bien, l'ergonomie, etc. Alors que ça se trouve au départ, il n'avait pas du tout besoin de ça. Nous, le but du jeu, c'est de rester dans la ligne du cahier des charges. Clairement, de travailler le prix. Et comme je t'ai dit, délai qualité, hyper important. Tu me parlais de requin sur les prix, mais c'est aussi requin sur les délais. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour un collègue. On lui explique que son produit va arriver dans 6 mois. Toi, tu négocies fortement. Ce ne sera pas 6, en fait, ce sera 3 mois. Ah, on n'est pas capable. Non. Clairement, si vous voulez la commande, ce sera 3 mois. Bon, on va faire un effort pour vous. On va décaler des lignes de fabrication sur la chaîne. Ce sera pour vous. Ce sera 3 mois. Il y a beaucoup de pression quand même. Ouais, t'es obligé parce que malheureusement... Après, c'est le monde des affaires. Hein. C'est le monde des affaires. On est plein d'entreprises. Moi, mes fournisseurs, ça existe en prod dans beaucoup d'entreprises. En prod, un petit peu moins. On a des très faibles taux de dépendance. C'est-à-dire qu'une entreprise va travailler à 100% pour nous. C'est très grave quand ça existe, parce que c'est-à-dire que si un jour tu as des problèmes, lui, il est très embêté. Moi, j'ai très peu de taux de dépendance. C'est ce qui va se passer ici, quand même, dans l'automobile. Là, je vois Bien sûr. ce qui se passe. Pas tous les fournisseurs, mais tous les sous-traitants. Les sous-traitants. Bien sûr. Après, c'est un peu différent. Là, tu me parles de sous-traitants. C'est les gens qui ont une vraie dépendance. Une vraie dépendance. Moi, c'est des fournisseurs, pas sous-traitants, hein, c'est des fournisseurs qui ont une centaine de clients. Je fais partie de ces 100 clients. Si un jour, il veut plus travailler avec moi, il peut. Donc, c'est clairement de la négo tous les jours, toute l'année pour se challenger. Quand tu me dis, mon collègue, en gros, tu travailles pour ton collègue, ouais. Et en même temps, tu travailles pour ta boîte où tu dois avoir le meilleur prix. Il y a un petit côté un peu déshumanisant, en fait. Tu vois, où en fait, tu vas vraiment chercher un chiffre pur et dur, et comme tu dis, un cahier des charges, il y a un petit côté, on met vraiment l'affect de côté. Est-ce que c'est pas des fois lourd au quotidien, tu vois, d'être tout le temps dans la pression, quoi, d'être tout le temps dans la recherche du gain, Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Moi, la pression, je la mets pas trop sur le boulot. Par contre, tu as raison, ça peut être des problèmes. Clairement, ça peut te travailler, hein, de toujours avoir une pression du chiffre. Moi, je la prends pas trop. Et d'ailleurs, comme je t'ai dit, je suis plutôt un acheteur qui va miser sur le relationnel, que ce soit avec mes clients internes ou mes fournisseurs. L'objectif, c'est de trouver le meilleur consensus. Si à un moment donné, je vois que j'y serai pas au budget, je vais essayer de m'arranger pour lui expliquer pourquoi, clairement, et d'aller le présenter aussi à la direction, parce qu'on va te demander des comptes. À un moment donné, on va te dire, mais pourquoi il avait 30 000 de budget, là, tu nous proposes un truc à 35. Non, c'est 30. Mais en fait, je peux pas. Vous avez budgétisé trop faiblement, ou par rapport à son besoin, on peut pas. Peut-être que si il voyait aussi à la baisse, lui, son besoin, on y serait. Mais du coup, c'est pareil, tu vois, il y a un jeu, clairement, de consensus avec ton collègue. Ton collègue, moi, j'appelle ça mes clients. C'est mes clients internes.
Clairement, je travaille pour eux. Je travaille pour ma boîte, je suis payé par une boîte. Mais moi, mes clients internes, c'est mes collègues des autres services qui ont besoin de moi en tant qu'acheteur pour aller leur chercher le prix. Donc j'ai besoin qu'il y ait toujours une bonne relation. Alors je dis pas qu'on s'aime tous, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est un métier où tu as besoin d'avoir une bonne relation parce que ça se ressent après aussi dans la façon dont tu vas aborder les sujets avec ton fournisseur. Si tu le prends un peu à la légère, il se doute que ça t'intéresse pas, il peut te vendre un peu ce qu'il veut, pire il te mettra un truc un peu bof, puis toi tu vas fermer les yeux, tu vas dire ok c'est bon, je leur transmets à mon collègue. Non, au contraire, il faut montrer toujours que tu es investi, que ça t'intéresse, même si c'est pas forcément vrai, mais il faut que tu fasses comme je t'ai dit, il y a un peu de filouterie, il y a un peu de tout ça dans ce métier. Et quand tu dis, vous avez budgétisé sur ta hiérarchie, vous avez budgétisé tant, la première pression elle doit venir de là. C'est genre, début d'année, l'entreprise, de toute façon, on vit dans un monde de fous, il faut toujours faire plus avec moins. Tu vois les budgets tomber, tu te dis non mais là déjà vu ce qu'ils m'ont alloué cette année, je sais que c'est mort, quoi. Je sais que ça va pas le faire, donc déjà gros coup de pression dès le début en fait, d'entrée de jeu. Tu prends un gros coup de pression, tu peux commencer à dire que c'est pas faisable, et l'objectif c'est avec l'expérience que tu commences à avoir sur les postes dans lesquels les postes que tu as eu dans ta vie d'acheteur, c'est d'aller leur expliquer que ça passe pas, et en leur démontrant avec des vieux devis ou des anciennes consultations que c'est pas possible. Et puis clairement, on est dans le monde du travail, l'inflation joue vachement, les hausses de prix, on les a, donc très souvent, en face de toi, tu as comme des gens qui travaillent dans les contrôles de gestion, ils sont bien au fait de tout ça, ils sont plutôt bons. Jamais je me suis retrouvé dans une entreprise où on va te sortir des budgets complètement à côté de la plaque, et toi tu rames. Et là tu stresses en fait, parce qu'on t'impose des budgets que tu pourras jamais atteindre. Et ça dans les entreprises où j'ai été, j'ai jamais eu trop ce cas-là. Donc c'est plutôt agréable pour moi aussi de travailler dans des conditions. T'es avec des gens compétents qui... T'as raison, ça existe. Je pense que dans les petites entreprises, malheureusement, où il y a un peu moins de moyens, on va beaucoup te challenger. Et là, je pense que c'est un peu plus stressant. T'as un peu plus de pression. Tu vas peut-être aussi... Puis t'es moins en position de force. T'es moins en position de force. Exactement. T'as moins de position de force. Je pense que t'as moins de dossiers, donc peut-être que t'as aussi plus le temps d'aller chercher vraiment le prix à ce moment-là, d'aller chercher l'économie parfaite. Mais non, c'est vrai que je n'ai pas eu ce cas-là où j'ai eu des budgets qui étaient complètement à côté de la plaque. Tu parlais de l'inflation. C'est un métier qui est vachement lié quand même à l'actualité. Comment tu le vis ? Est-ce que tu as une veille juridique, quelque chose ? Tu regardes beaucoup les infos ? Comment ça se passe ? Alors, nous, on a la chance, l'entreprise dans laquelle je suis, on a plusieurs abonnements de journaux, clairement, et de presse spécialisée, les Échos, etc. Donc... Tu parles plusieurs langues aussi ? Alors, moi, dans mon métier, en acheteur hors production, très peu. Français à 99,5. Par contre, mes collègues acheteurs production, qui achètent du bois, du tissu, c'est beaucoup d'anglais, parce qu'il y a des Italiens, des Espagnols, de l'asiatique, de l'américain. J'ai mes collègues qui travaillent beaucoup avec de l'électronique, donc principalement asiatique, américain. Moi, non, dans mon métier, très peu. Production, j'ai envie de te dire, c'est assez rare que tu parles en anglais. Parce qu'en fait, leur production, tu as beaucoup de prestations de services, donc c'est très souvent local ou français pour la plupart. Parce que pareil, négocier dans une autre langue, j'imagine même pas le numéro d'équilibriste. Exactement, alors c'est chaud. J'ai perdu tout mon anglais malheureusement, et c'est vrai que si un jour j'avais une idée dans la tête qui me trottait d'aller sur un poste d'acheteur, production, je pense que je serais peut-être un peu en difficulté. Et ça serait assez rapide pour moi de me dire que j'ai peut-être pas les capacités. Parce que c'est vrai que l'anglais, dans le métier d'acheteur, prod, c'est obligatoire. Et un bon niveau d'anglais. Sinon tu passes pour un imbécile, t'es pas crédible. T'as pas le bagage technique et les mots pour trouver face à un commercial qui lui a un anglais parfait et en position de force du coup. Et si on revient sur l'inflation, clairement, comme je t'ai dit, on a quelques abonnements. Après, moi, je suis beaucoup l'actualité. J'aime bien, je suis en capacité de beaucoup avoir d'informations quotidiennement, donc, et je vais les chercher, je le ressens. Une guerre, un conflit, les hausses de matières premières sont vachement impactées. J'ai une de mes grosses missions en ce moment, et depuis que je suis dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est que je cherche tout ce qui est mécano-soudure. Donc la mécano-soudure, c'est tout ce qu'on fabrique avec des mécano-soudeurs à base d'acier et d'alu. Je te fais pas de photos dès qu'il y a un conflit en Moyen-Orient, la Russie, etc., qui sont des gros pays en termes de matières premières, exportateurs de pétrole et de gaz. Clairement, pour fabriquer de l'acier et de l'alu, il faut cette énergie. C'est primordial. Donc dès que tu as un conflit, ça augmente, l'énergie augmente. D'ailleurs, pour fabriquer de l'acier, il en faut. Donc tu te retrouves avec des hausses matières qui sont ultra importantes.
et on est ultra dépendant. Le pétrole, il y en a beaucoup dans le plastique. Dès que tu as du matériel à acheter en plastique, c'est pareil. Post-Covid, il y a eu des grosses crises sur les composants électroniques. C'était à cause d'une faible capacité des entreprises à les fabriquer. Tu t'es retrouvé avec une hausse de la demande parce que post-Covid, on a tous voulu consommer. Tu as eu des pénuries parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'offres par rapport à la demande. Et les prix s'en sont ressentis tout de suite. Donc on est ultra impacté. En tant que Français. En tant que Français. Clairement, depuis que je fais ce métier, j'ai connu que des hausses annuelles. C'est ça que je voulais te demander. Voilà, tu as quand même 12 ans de recul aujourd'hui. Ouais. Les prix, la montée des prix des matières premières, J'ai connu que des hausses. J'ai connu que des hausses pour te dire, pour faire des gains, en fait, faut plus attendre. Faut anticiper la hausse, en fait. Faut anticiper la hausse et en fait, tu vas travailler beaucoup en volume. Plus tu vas acheter, moins ça coûtera cher. C'est le leitmotiv. Clairement, il n'y a pas d'autre solution. Quitte à stocker comme des cochons, quoi. Quitte à stocker. Pendant le Covid. Après le Covid, je sais que ça s'est passé dans il y a eu d'industries. beaucoup d'industries. Alors le problème, c'est que le stock, ça coûte de l'argent. C'est de la trésorerie qui est un peu c'est peut-être de l'argent qui dort immobilisé. Ouais, c'est ça, c'est de l'argent qui dort. Les entreprises, elles n'aiment pas non plus énormément ça. Pas très bon, hein, je veux dire, avoir beaucoup de stock. Alors c'est super quand tu te projettes sur une année où tu sais que tu vas fabriquer beaucoup, et là tu te dis j'ai pas beaucoup de délai pour fabriquer parce que j'ai beaucoup de stock. Mais c'est pas la meilleure des solutions de stocker beaucoup. Mais en fait, c'est l'effet volume. C'est clairement mon boulot aussi d'acheteur, c'est de me rapprocher aussi de mes clients internes et d'aller faire une sorte de consultation interne et de dire voilà les gars, j'ai deux ensembles chauffage à acheter pour telle usine. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres usines qu'on a besoin? Ah ouais, si, nous, ouais, on en a besoin. Ok, ça en fait 3. Plus de pouvoir de négo, donc diminution du prix auprès du fournisseur. Donc l'effet volume est hyper important pour la baisse des prix, plus que attendre une baisse qui n'arrivera jamais. Et maintenant, le salaire. Ouais. Moi, je te dis, j'ai un prof d'économie vraiment qui m'a dit si je devais faire un métier aujourd'hui, je serais acheteur, parce que c'est un métier à la mode et qui paye bien. C'est vrai ou pas? Alors, quand j'ai débuté, malheureusement, j'ai commencé en Vendée. On est les plus bas salaires de France. On est un des départements avec les plus bas salaires de France et ça s'est confirmé parce que je suis parti ensuite sur le bassin nantais. Pour la petite histoire, la petite anecdote, on m'a demandé. Vends-nous du rêve. Ouais, alors je vais pas parler de chiffres, mais tu vas me dire, mais c'est quoi cet acheteur en carton? Entretien individuel dans l'entreprise, dans la deuxième entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Premier entretien, ils me demandent quelles sont mes prétentions salariales et je leur donne un chiffre qui était, je dis une bêtise, mais je crois que dans ma première boîte, j'étais allé pour te dire la vérité, je devais pas être très très loin du SMIC, ouais. Avec un bac plus 5. Ça sortais s'est pas des rêvé, études. je sortais des études, j'étais chez mes parents, ça m'allait. Oui, tu te posais pas la question, quoi. J'ai fait un an, je pars à Nantes, je crois que je demande 200 ou 300 de plus, donc tu vois, un 1500 net, 1600 à l'époque. À l'époque, c'était bien. En 2017. Équivalent peut-être à un 2000 balles aujourd'hui, peut-être. Ouais, exactement. En vrai, exactement. Ouais. 2017, t'étais bien. Donc on m'appelle, on me confirme le poste. Et on me dit, par contre, vous serez payé plus que ce que vous avez demandé. Donc le négociateur en mousse, ils m'ont quand même pris. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dû se dire, bon... Ouais, mais tu pouvais pas savoir après. Ouais, mais ça veut dire que j'ai mal vendu aussi mes prétentions techniques, intellectuelles, et que j'aurais pu mieux me valoriser. Oui, après le marché du travail, tu peux pas... Ouais. Puis tu sais pas en face de toi leur pouvoir, entre guillemets, de négo là-dessus. Exact. Quoi. Pour en revenir sur un salaire, alors, 3 types d'acheteurs. Tu vas avoir les acheteurs juniors, tu sors des écoles. Là... Alors, j'ai parlé, les gens aiment pas trop. On parle pas en brut, parle en net. Ouais, alors c'est. De donner en brut, puis on convertit, il faut se dire, allez, c'est 22% de moins. Et puis. T'es entre 25 et 40 000 euros brut, t'enlèves 20-25%. Mais entre 25 et 40, il y a un monde quand même déjà. Ouais, mais en fait, j'ai envie de te dire, ça dépend clairement de. Je trouve que le métier d'acheteur est vachement dépendant aussi de ta zone géographique, clairement. Parce c'est sûr qu'à Paris. À Paris, c'est fou. Dans les très grandes villes, Nantes, Lyon, Bordeaux, t'as des très très bons salaires, vraiment. Et dès que tu commences. Même dès que tu commences, clairement. Ouais. Et moi, je l'ai ressenti parce que j'ai des copains qui sont partis travailler dans des métropoles françaises et tu compares toujours à un moment donné, tu sors de l'école, tu te dis, bon alors... quand tu fais le même boulot, t'es obligé de comparer. Et ouais, j'ai pris des claques. Hein. Pour des missions, un nombre d'heures, t'es souvent fonction cadre, donc t'es payé à la journée, donc t'es même pas à l'heure. Oui, c'est forfait jour. Forfait jour, donc c'est hyper facile à comparer avec ton collègue, hein, clairement. Il dit, moi je suis cadre, moi aussi, t'as combien? Et t'as des objectifs là? Non. Même moi avec mes objectifs, je suis même pas à ton minimum. Ouais. Donc t'as des sacrées différences. Donc allez, si on prend un junior, 25-40. Donc 25, ça veut dire tu commences à 1004 net, ça peut être de 1004 net jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000 quoi. Ouais, c'est ça. 2000 net, ouais.
Après, un acheteur, on va dire, alors, on finira par l'acheteur senior, qui est en fin de, alors pas en fin de carrière, mais qui arrive qui a fait peut-être 15 ans, 20 ans d'achat, qui aura un bagage professionnel intéressant, important, il saura venir avec ses compétences dans les entreprises. Son carnet d'adresse. Ouais, exactement. Lui, tu es plutôt aux alentours de 45-60, clairement. Et entre les deux, bah, tu as l'acheteur comme moi qui va être entre 40-50 000 bruts, donc tu enlèves 25%, ça te fait grosso modo entre 2005 et 3000 euros par mois. Ouais. Plus éventuellement des primes, peut-être. Non, là je les intègre. Le package. En fait, souvent quand tu parles en brut, c'est que tu as le package. Tu donnes tout en fait. Je dis une bêtise, tu dis 70 000 bruts, tu as 60 000 euros plus 10 000 euros de variables et même de participation d'intéressement à l'entreprise, etc. Parce que l'avantage aussi que tu as quand tu es dans des grands groupes, c'est que tu as l'intéressement participation et que tu n'as pas dans de petites entreprises. Et le métier d'acheteur, comme tu l'as dit, tu es souvent dans des grandes entreprises, donc t'en as presque régulièrement. Et dans ce que tu dis quand même, dans les salaires annoncés, je crois que le salaire médian, ça c'est le genre d'info pour mon émission qu'il faut vraiment que je vérifie, mais salaire médian, il me semble que ça doit être un petit peu plus de 2000 euros. Donc la moitié des Français qui gagnent un petit peu moins et la moitié... T'es au-dessus. Après au-dessus, ça peut être beaucoup plus aussi, c'est ça le T'es au-dessus. Après, oublie pas ce que je t'ai dit, on est en forfait jour. Ouais, donc tu comptes pas tes heures. Donc on ne compte pas nos heures. On a un métier qui a été en première Après, ligne. Faut pas rougir non plus. Non, du tout. Mais on a un métier qui était en première ligne post-Covid, parce qu'on était beaucoup sollicité, forcément. Il y avait beaucoup de pénuries, donc notre boulot, c'était d'aller faire de la veille, d'aller chercher des nouveaux fournisseurs, d'aller chercher de la quantité, du prix. On a fait beaucoup d'heures. Le télétravail a aussi beaucoup joué sur le nombre d'heures qu'on fait, parce que le télétravail, alors, ça a des avantages et des inconvénients. Le principal avantage, c'est que tu as une liberté d'exercer tes missions et ton travail, mais le principal inconvénient, c'est que malheureusement, tu es absorbé. Moi, j'évite d'en faire énormément parce que je sais que je suis quelqu'un qui pourrait arrêter le boulot à 17h, mais je vais m'y remettre à 20h jusqu'à minuit. Et en fait, tu comptes pas tes heures. Alors, bon, après, toute proportion gardée avec, tu parles du Covid, les infirmières et compagnie. Bien sûr, attention, les agriculteurs qui, eux, n'ont pas de vacances pendant 40 ans, comme tu l'as dit, les gens des milieux hospitaliers. Et si on reprend un milieu industriel, là je te parle dans un milieu industriel, on est cadre, mais comme beaucoup de collègues, que ce soit au bureau d'études, en recherche-développement, en marketing, on est cadre. Et c'est vrai que quand tu prends le salaire et que tu divises par le nombre d'heures, en fait, il faudrait faire un vrai calcul, savoir si sur un salaire fixe avec un 35 heures, on s'y retrouve en fin de compte. Tu parlais un peu des qualités pour faire ça. Pour toi, c'est quand même des postes qui doivent coûter cher. Enfin, je veux dire, il y en a pas. Comme c'est des grands groupes industriels. Ça se développe dans les PME. Les postes sont comptés quand même, non ? Les postes sont comptés. Alors, je suis pas en veille de recherche. T'es pas expert du métier. Ouais, non, je suis pas en veille. Je suis pas en recherche d'emploi, mais t'as régulièrement quand même des offres d'emploi. On te démarche ? Alors, on me démarchait parce que j'étais open to work sous LinkedIn. Je l'ai fermé, mais on me démarche quelques fois, mais pour des postes à l'autre bout de la France, donc pas forcément ultra intéressant quand tu as une vie familiale. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui cherchent. Ça se spécialise de plus en plus. Avant, tu étais acheteur. Tu n'avais pas la connotation prod hors prod. Et tu n'avais pas, par exemple, acheteur média, acheteur prestations intellectuelles, acheteur matériel roulant. Maintenant, on va vraiment cibler ton métier. Acheteur famille agroalimentaire. Et les gens, par exemple, ils vont travailler que dans le milieu agroalimentaire parce qu'ils ont toujours acheté du sucre, du sel, des œufs, de la farine, parce qu'ils sont devenus tellement experts que dans l'agroalimentaire, le métier est tellement petit que c'est hyper facile d'aller chercher quelqu'un qui a travaillé comme acheteur industriel, qui a acheté des vis. Je reprends l'exemple des vis. Hyper dur d'aller acheter, après 15 ans d'achat de vis, du lait. Maintenant, on se spécialise énormément dans la typologie du nom de l'emploi recherché. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Je m'en rends compte. Et dans les missions, d'ailleurs, même dans les missions que tu vois dans les offres d'emploi, on va te donner des exemples hyper précis et concrets de ce qu'on attend de toi. C'est devenu hyper ciblé, et des familles d'achat. Donc, par exemple, quelqu'un qui a vraiment fait que du hors prod, mais qui a jamais fait, par exemple, d'achat de... Je te donne un exemple d'achat, peut-être que tu n'y pensais même pas. Dans les grands groupes, tu dois acheter la mutuelle de santé des salariés. Ouais. Et bien ça, c'est des prestations, c'est de la sous-traitance, c'est de la prestation qui est hyper spécialisée.
L'assurance, pareil, des voitures. T'as une entreprise, t'as une flotte de commerciaux, t'as des commerciaux qui ont une flotte de véhicules. Il faut que t'aies la meilleure assurance pour protéger tes salariés sur la route et dans leur voiture. Donc ça, c'est aussi des métiers d'acheteurs. C'est hyper concret. C'est hyper concret. Et c'est des spécialisations. Et clairement, ça se développe de plus en plus, le métier d'acheteur. Et j'ai même envie de te dire, on parle beaucoup des grands groupes là, mais même dans les petites et moyennes entreprises, je dis entre 30 et 50 salariés, il y a de plus en plus d'acheteurs qui se créent. Et c'est des postes du coup qui sont hyper intéressants. Alors, avec des salaires forcément un peu moindres que dans des grands groupes. Mais par contre, tu touches à tout. Oui, t'es au cœur de la machine. T'es au cœur de la machine. Ça, c'est génial. Donc, si je résume un peu le métier en lui-même, donc un métier plutôt vocation commerciale quand même, contact avec les gens, etc. Oui. Une formation commerciale. Formation Au commerciale. moins bac plus 2, bac plus 3. Bac minimum, plus 3, quand même. école de commerce, formation... Ou un BTS plus une licence, peut-être. Ouais, ça peut exactement, suffire, ça existe hein, des BTS avec les licences achat plus, donc tu arrives à un bac plus 3. Après le master, forcément, moi je l'avais fait parce que comme je te l'ai dit, c'était hyper intéressant, tu avais la partie alternance. Et ça, le pied dans l'entreprise, c'est... moi, je le conseille. Clairement, ceux qui se posent la question en sortie d'une école, qui ne savent pas encore trop, ils réfléchissent, faites le master. Idéalement en alternance, vous avez, comme je vous dis, une partie salaire donc qui est ultra bénéfique pour vous. Et puis ça vous permet d'avoir le pied dans l'entreprise et vous êtes clairement intégré à l'entreprise. Vous n'êtes pas stagiaire, hein. Tu es en alternance, c'est-à-dire qu'on te crée un poste, on va te donner des missions. Tu as un rapport, c'est pas un rapport, t'as un mémoire, pardon. Tu as un mémoire à rendre qu'il y a des missions. Donc c'est quelque chose de concret. Moi, l'alternance, je la préconise. Après, t'as tout type d'écoles. Je rentre pas dans les détails, mais tu vas avoir des écoles de commerce régionales, des très grosses nationales comme Cage. C'est des écoles où ils vont former les meilleurs acheteurs avec des prix forcément. Attention, les écoles de commerce, ça se paye. Est-ce que des fois tu payes un peu le diplôme tout simplement aussi, hein. Aussi, ou le carnet d'adresse. Ou le carnet d'adresse. Ça se fait, ou le nom de l'école sur le CV. Oui, voilà, tout simplement. Ouais. Tu sors de l'école, t'as fait Cage, allez hop. Ouais, il y a un peu de ça aussi, ouais. On connaît pas tes missions. Après, je connais pas du tout cette école. Non, mais très bonne école. Non, j'en parle parce que elle est ultra connue. J'aurais eu la possibilité de la faire, j'aurais peut-être foncé dedans. Mais mon choix, moi, c'était au départ vu que je savais pas vraiment ce que j'allais faire et ni dans quelle branche de travail j'allais terminer. Grosso modo, j'ai fait une école de commerce parce que c'était hyper large. Et j'ai choisi touche à tout, quoi. Voilà, j'ai choisi une option achat. C'était une option. L'école de commerce, c'est un peu je sais pas quoi faire, je vais aller en école de commerce. Ouais, malheureusement. Et du coup, ça se ressent dans la fin de la première année, un peu comme en médecine. Un petit taux de perte. Un petit taux de perte, parce que les gens ils se disent mais qu'est-ce que je fais là? C'est tellement large au départ. Alors, j'ai vu beaucoup d'articles sur comme quoi les écoles de commerce, t'apprends un peu du vide aussi, quoi. Ah ben bien sûr. Ça c'est triste. C'est triste. Et comme je t'ai dit, grâce aux options, t'as intérêt de vite la choisir, parce que tu peux te retrouver au bout de 3 ans et dire wow, j'ai fait 3 ans d'école de commerce, mais j'ai rien appris, quoi. J'ai rien appris, surtout je sais pas où je vais aller. Moi je savais pas trop, c'est pour ça que j'ai fait un master. Donc pour revenir, donc ton métier, des études plutôt commerciales. Ouais. Ton quotidien, donc pas vraiment de quotidien, t'as des dossiers, certaines missions qui sont affectées. Exactement, tu as, comme je t'ai dit, consultation, création de cahier des charges avec tes collègues, veille concurrentielle, contractualisation. Beaucoup de réunions. La réunionnite, hein. La Ça, réunionnite c'est un vrai aiguë, fléau. C'est fou. Moi, j'ai un petit conseil à donner, c'est de créer des fausses réunions dans son agenda. Ça te permet en fait d'être tranquille. Tu crées des fausses réunions. Alors, attention, pas non plus blinder ton agenda de fausses réunions, parce qu'après les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait ces journées. Mais moi, ça te permet en fait parce que c'est un fléau. Hein. Clairement, les réunions, c'est un fléau. Des réunions d'1 heure, 2 heures, alors il n'y a pas de valeur ajoutée parce qu'en fait, tu parles de tout et de rien. Le mieux, c'est les petites réunions et c'est ce qu'on essaie de faire. Clairement, moi je fais pas des moi clairement. Limite le café le matin, il te sert plus avec tes de collègues. réunion. Mais par contre la réunion avec les fournisseurs, tu t'y passes beaucoup. Comme tu l'as dit, j'ai beaucoup de réunions en interne avec mes collègues, mais aussi beaucoup de réunions où je rencontre les fournisseurs. Je me déplace aussi, on n'en a pas trop parlé. Ouais. Je fais quelques déplacements, je fais quelques salons en France. Les déplacements chez les fournisseurs, c'est toujours intéressant parce qu'en fait, ça montre aussi que ils t'intéressent. Eux, ils le ressentent comme ça. Ah, il vient nous voir. Ah oui, il a fait quand même 2 heures de route pour venir voir ce qu'on fait. Ah, donc c'est Puis il déroule le tapis rouge. Ça mange bien au restaurant. Alors ça c'est ça c'est le commerce, hein. Ça c'est. Ouais, alors on boit un coup ensemble, on est potes et puis. Ça c'est une image de la fonction achat qui a un peu changé. Ah oui. Ouais. Parce que moi l'image des acheteurs commerce, hein, moi c'est Jean-Claude Convenant dans Caméra Café, tu vois. Bien sûr. On a alors c'est une petite aparté. On a eu des formations. On a été formé sur une loi qui s'appelle la loi Sapin 2. C'est une loi en fait qui va éviter clairement la corruption
d'une part, qui va éviter La les dessous de la table. frontière est mince quand même. La frontière est ultra mince. Je donne des exemples. Moi, j'ai jamais connu, parce que je suis assez jeune dans le métier, j'ai que 10 ans, mais pendant des années, il y a eu des fins d'année où tu avais des cadeaux incroyables. Du genre des voyages. Des voyages, du multimédia. Pourquoi ? Parce que tu étais un super bon client pour le fournisseur. Et il te récompensait. Des cadeaux Alors, perso, quoi. des Vraiment, cadeaux perso. et le mec, il t'offre Perso un ou téléphone, collectif, il t'offrait... Ouais. mais qui allait à tout le monde. Moi, j'ai connu un peu de chocolat. Oui, bah ça... Chocolat fin d'année, calendrier. J'ai connu des bouteilles de vin. C'était à un moment donné, puis ça passait. Enfin, de toute façon, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, mais on te donnait une bouteille de vin à la fin de l'année pour le travail accompli. C'est toujours cool. Mais la loi Sapin 2 a quand même vachement cadré le truc. On a un minimum de cadeaux individuels par an à accepter. On a un minimum de montants de restaurants à accepter aussi. On peut pas les manger par personne. On peut pas les manger pour 100 euros par exemple. Moi, j'ai pas le droit. Pour un repas. Pour un repas offert par le fournisseur. Enfin, 100 balles, c'est énorme, hein, attention. Ouais, ouais. Mais je crois que c'est 30 ou 25 euros, quelque chose comme ça. Et ça permet aussi, parce que le problème de ça, c'est qu'en fait, l'acheteur était en fait celui qui récupérait en fait tous les avantages du fournisseur. C'est-à-dire que toi, tu achètes du matériel pour ton collègue, mais ton collègue, il l'utilise. Limite, ça serait presque à lui d'être remercié par le fournisseur, parce que c'est lui l'émetteur du besoin. Toi, tu es juste l'intermédiaire et tu as fait ton boulot d'acheteur. Et le commercial en face, il va te féliciter en te remerciant. Ce qui est quelquefois dommage, parce que, bon, comme je t'ai dit, je ne l'ai pas connu, mais les très gros cadeaux, c'est quand même assez particulier même de les accepter. Tu te fais presque acheter, et surtout tu te dis, attends, vu le prix du cadeau, ça se trouve, j'aurais pu avoir un pourcentage de remise encore plus important en fait dans l'année que son cadeau à 3000 balles qui m'offre le petit voyage à l'autre bout de la terre avec madame. Oui, Donc, non, ça a existé. Il y a des lois qui cadrent ça, il y en a de moins en moins. Et c'est très bien d'ailleurs comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté après tout au long de l'année, parce qu'il n'y a rien de plus délicat que d'accepter des cadeaux et de se retrouver l'année suivante à voir que ces prix ont complètement augmenté. Et là, t'es comme un âne, quoi. Ouais, carrément. Pour résumer à nouveau, métier de commerce, faut aimer les chiffres quand même. Globalement, faut pas être timide. Ce que tu disais, pas être timide. Bien sûr. Organisé, parce que comme tu as dit, tu passes du coq à l'âne. Oui. Sur une même journée, il n'y a pas de journée type. Non, très organisé même, j'ai envie de te dire. Du stress. Après, là, quand tu me racontes ça comme ça n'a pas l'air très fun quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est de l'industrie, c'est froid et j'ai pas l'impression qu'il y ait trop le temps pour que l'aspect fun du monde du travail, les collègues, etc. quoi. Qu'on peut. J'ai envie de te dire, moi j'ai un super service, donc ça c'est super cool. D'ailleurs, c'est comme dans tout boulot, hein. On va pas se mentir, si tu as envie d'aller au travail, c'est parce que si tes collègues te font marrer, parce qu'il y a une bonne ambiance. Donc ça compte énormément. Il y a un équilibre. Avantage salaire plus... Exactement. Et surtout, j'ai envie de te dire, faut que tu aies aussi une petite... l'entreprise dans laquelle tu vas, il faut ce que l'entreprise propose comme service ou comme produit, ça te plaise. Tu te sens utile en fait à ce que tu fais. Enfin, je me verrais pas par exemple aller travailler dans une entreprise qui fabrique et qui vend des armes. Mais il y en a plein. Hein. En France, on est un des plus gros fabricants d'armes au monde. Il y a des acheteurs qui travaillent dans ce type de métier. Moi, ce serait pas mon truc. T'aurais du mal à te regarder dans le miroir, quoi. Ouais, ou peut-être pas à ce point-là, mais tu dis. On fabrique des armes qui sont exportées certainement en ce moment au Moyen-Orient et qui vont être utilisées dans un conflit. Comme je t'ai dit, j'ai travaillé, je peux le dire, dans une entreprise qui fabrique des panneaux de signalisation. Il y avait un petit sens, quoi. Les panneaux de signalisation, je sais pas, c'est un objet du quotidien. On en voit tous les 4 matins. Ça fait pas rêver comme ça. Un panneau de signalisation, super, top. Je pense que les gens aussi qui travaillent dans l'agroalimentaire, t'as un truc, tu dis, attends, je nourris la France, quoi. Ouais, plus l'agriculteur quand même. Oui. Pas faux non plus. On l'oublie pas. Non, mais t'as raison. En plus, c'est lui qui va. Enfin, plus on va tirer les prix vers le bas. Ouais, bien sûr. En bout de chaîne, en plus, on en a parlé. C'est peut-être les plus gros requins internet. Mais tu vois, il y a un aspect qui est hyper important dans le choix aussi dans l'entreprise dans laquelle tu vas travailler. Et j'ai fait ces choix-là. Moi, j'ai pas été. Alors, comme je t'ai dit, acheteur hors production, tu peux le faire dans n'importe quelle entreprise, industrie, agroalimentaire, du service. Mais tu peux aussi choisir. J'ai des collègues, un de mes meilleurs amis, il est acheteur en région parisienne. Il a une capacité aussi de pouvoir aller travailler. Il a travaillé dans une entreprise comme Renault, comme PMU, etc. Tu vois, on passe de tout à rien. Il est acheteur. Et son métier, c'est le même. Et ça, c'est fun aussi de se dire, je peux quand même bosser n'importe où. Exactement. Et ça, c'est ce qui me plaît. Et dans tu disais que c'était pas fun, j'ai envie de te dire non. Parce que la différence d'un
employé administratif d'un autre service, alors je pense aux comptables, où eux vraiment, j'ai rien contre les comptables, hein. J'ai fait d'ailleurs une école d'experts comptables, je pense que j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Là on était dans le chiffre tout le temps, globalement, alors eux, ils vont te sortir des arguments dans lesquels ils vont te dire qu'ils s'épanouissent, hein, qui sont super chacun bien. trouve midi à sa porte. Exactement. Après, hein, mais moi je trouvais que il me fallait quelque chose qui soit complètement différent tous les jours. Et je me suis retrouvé vraiment dans le métier d'acheteur. Il y a toujours aussi cette connotation, mais comme beaucoup de métiers, bah t'es au bureau, quoi. métier de bureau. Ouais. Tu t'ennuies ? Non, mais t'es pas fatigué, mec. Ah oui, alors ça c'est Le tout un cliché de sujet. bureau. Ça c'est tout un sujet. Je me mets à bricoler, tout le monde dit oh, attends mec, bricole pas, c'est pas ton boulot, toi tu t'es acheteur, touche pas à ça. Ou même chez toi, tu rentres le soir. T'es un faible, quoi. T'es un T'es faible, un intello, faiblard. ça c'est... T'es le bab tout fragile du groupe de potes, quoi. T'es acheteur dans l'entreprise, t'as tes potes autour qui sont menuisiers, ferronniers, les mecs ils charbonnent comme des malades, ils carburent à la testostérone, et toi t'es derrière ton PC. Après ça c'est les vieux clichés. Métier manuel vs métier C'est le bureau, intellectuel, métier de bureau ouais, c'est entre ça. guillemets, alors que comme si un métier manuel, enfin, comme si on réfléchissait pas Ah, quand mais on était menuisier ou je ne sais quoi. Enfin, Mais c'est vrai que c'est ce qui manque un peu, ça c'est le choix, hein. C'est de pas avoir... T'as des compétences intellectuelles, ça s'arrête là. Simon, merci beaucoup Merci, pour Thomas. ton témoignage. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent, ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram, @concrètement avec un 0.